À l'approche des élections municipales, la question du financement des campagnes revient au premier plan. Quelles sont les règles? Quelles sanctions en cas de financement illicite? On en parle avec mon invité Timothée Bélanger, avocat fondateur de BLG Avocat. Timothée Bélanger, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, on va parler ensemble de financement illicite des campagnes, mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, on va se poser sur le cadre juridique. Quel est le champ d'application des dispositions sur le financement illicite des campagnes? Alors, le code électoral prévoit un ensemble de règles qui s'appliquent aux candidats ou aux personnes qui donnent, personnes physiques ou morales qui donnent à destination de ces campagnes municipales. Et elles sont posées par les articles L52-8 et L113-1 du code électoral. Donc, ces dispositions, elles sont posées là pour assurer une égalité entre les candidats et pour éviter que certains candidats trichent ou alors que d'autres personnes morales donnent ou ne donnent pas à un candidat. Voilà. Alors, on va s'intéresser justement aux différents donateurs. Tout d'abord, sur les donateurs personnes physiques, concrètement, qui peut donner et quelles sont les règles et les limites? Alors, en matière de campagne électorale, alors il faut repréciser un tout petit peu le cadre avant. S'ouvre une période préélectorale de 6 mois avant les élections, période au cours de laquelle les personnes physiques peuvent donner. Donc, durant cette période-là, seules les personnes physiques de nationalité française peuvent donner 4 600 euros. Voilà, donc ça c'est le maximum. D'accord. Les personnes physiques, elles peuvent également prêter, mais à certaines conditions. Donc il faut que le prêt soit exceptionnel et effectué pour une période maximale de 5 ans. Il n'y a pas de montant sur le prêt maximum? Alors non, il n'y a pas de montant sur le prêt maximum. Voilà. Alors après, il faut savoir que à la fois pour les personnes physiques et les personnes morales, cette période préélectorale de 6 mois dont je vous ai parlé, concrètement, des dons ou des prêts qui seraient effectués en dehors de cette période de 6 mois, donc avant, eh ben, elles peuvent être considérées au titre des règles de financement illicite, au titre des sanctions, puisque ce serait trop simple de donner ou de prêter en dehors de cette période et pas durant la période préélectorale. Voilà. Donc attention à la période. Attention à la période, tout à fait. Alors on va s'intéresser maintenant aux personnes morales. Pareil, quelles sont les règles? Qui peut donner? Alors, les personnes morales, c'est un peu plus complexe parce que là, véritablement, le législateur a fait en sorte de veiller à ce que les personnes morales ne pèsent pas par leurs moyens financiers, leurs moyens matériels dans la campagne électorale et donc induisent une rupture d'égalité. Alors, il faut distinguer 3 cas. Le premier, c'est les partis politiques ou les groupements politiques qui, à certaines conditions imposées par le code électoral, peuvent naturellement financer les campagnes de ces candidats. Ce qui est le plus intéressant, c'est le deuxième cas, qui est le cas de toutes les autres personnes morales, donc de droit public ou de droit privé. Il peut s'agir d'une association, d'une entreprise. Et dans ce cas-là, le code électoral est très strict. Alors, les personnes morales, elles n'ont pas le droit de donner à ces campagnes. Voilà, les personnes morales sont totalement Donc, exclues le de ça. principe est clair. Le principe est tout à fait clair. En revanche, les personnes morales peuvent prester des services, donner des biens ou consentir des avantages directs ou indirects, mais à des prix qui sont habituellement ceux du marché. Ils ne peuvent pas être inférieurs aux conditions du marché. Alors, là aussi, c'est pour éviter qu'il y ait une forme de donation déguisée. Et cette donation déguisée, concrètement, comment est-ce qu'on peut l'observer? Comment est-ce qu'on peut l'analyser? Eh bien, par exemple, une entreprise preste un service qui vaut X durant ces années d'activité commerciale. Et comme par magie, durant la campagne, ces prix chutent tout à fait et donc donnent un avantage à un candidat. On voit clairement que c'est une donation. Voilà. Donc, il faut faire très attention à ça. Et la troisième catégorie de l'exclusion qui sont imposées par le code électoral, ce sont les États étrangers et les personnes morales de droit étranger. Parce Alors, qu'en plus, il y aurait pu y avoir le qualificatif d'ingérence étrangère, c'est ça? exactement. Et tout l'enjeu est là. On évite que des États, ou alors des États via des sociétés ou des personnes morales, interviennent dans le jeu électoral. Et donc là, il faut être également très vigilant parce que le code électoral va encore plus loin que pour les personnes morales de droit privé ou public françaises. Et là, elle interdit toute contribution ou aide matérielle. Donc en fait, concrètement, ça vise quoi? Ça vise toute forme d'aide, quelle qu'elle soit, d'une personne morale de droit étranger. Et il faut faire extrêmement attention sur les personnes morales de droit étranger, puisque le code électoral sanctionne les aides directes ou indirectes.
Et donc ça, en fait, quelle situation on vise concrètement? Vous avez des exemples? Des États qui, typiquement, se dissimuleraient derrière une entreprise ou deux entreprises ou même des associations et en fait créeraient des circuits financiers ou des circuits d'aide à destination de ces candidats. Euh, Et alors, on sait que le risque est particulièrement important dans le contexte géopolitique qu'on connaît. Alors, tout à fait, parce qu'un candidat, il ne sait pas forcément, quand quelqu'un vient lui proposer son aide ou lui proposer un financement, on ne sait pas véritablement d'où vient ce financement ou cette aide. Alors, il faut être extrêmement vigilant à qui vous approche, de quelle manière, et de bien tracer l'origine de ces fonds-là et de se poser les bonnes questions. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de cercles de réflexion, de think tank, on sait qu'il peut y avoir... Voilà. Donc, beaucoup de personnes peuvent se cacher derrière ces formes d'aide. Donc vigilance pour les candidats sur ces points. Tout à fait. Vigilance sur ces candidats et vigilance aussi aux candidats s'agissant des prêts. Parce que là aussi, en matière de prêts qu'un candidat peut recevoir d'un établissement de financement ou de crédit, seuls les établissements de financement ou de crédit ayant leur siège au sein de l'espace économique européen ou de l'Union européenne peuvent prêter. Là encore, on évite que des États étrangers viennent s'immiscer dans la campagne en prêtant des sommes faramineuses à des conditions extrêmement avantageuses. Alors, si on constate un certain nombre d'irrégularités dans une campagne, des financements illicites, qui peut être poursuivi concrètement? Le candidat, le donateur, une personne morale? Alors, concrètement, tout le monde peut être poursuivi. L'article L113-1 du Code électoral, il distingue bien le candidat d'une part, ce qui est tout à fait naturel, et les personnes qui le financent ou qui l'aident. Voilà. Donc ça peut être toutes les formes de personnes morales dont on a parlé, et ça peut être, donc, au sein de ces personnes morales, des dirigeants de droit, donc un chef d'entreprise par exemple, ou même un dirigeant de fait. Alors, c'est quoi un dirigeant de fait? Un dirigeant de fait, c'est celui qui n'a pas formellement reçu les pouvoirs d'exercer en tant que chef d'entreprise, mais qui, dans les faits, dirige une entreprise. D'accord. Donc, le champ est large et aussi, attention, parce que nous sommes en droit pénal, et donc, à ce titre, les formes de complicité sont également sanctionnées, et le code électoral vise quiconque aura en fait transgressé les règles de financement. Donc le quiconque, il peut être extrêmement large. Pour revenir à l'exemple de la personne morale de droit étranger, cette personne morale de droit étranger peut être poursuivie en France, mais tous les échelons, tous les intermédiaires, toutes ces personnes qui se sont interposées peuvent également être poursuivies. Et donc il faut être extrêmement vigilant à propos de ça. Alors pour terminer, quelles sont les conséquences justement d'un financement illicite de campagne? Alors, les conséquences, d'un point de vue pénal, les sanctions ont été alourdies. Donc, à la base, elles étaient d'1 an et de 3 750 € d'amende. Elles ont été alourdies à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Donc, c'est important. Donc, c'est important. Les enjeux se sont quand même un peu alourdis. Et au-delà de ces peines qu'on dit principales en droit pénal, il y a des peines, tout un ensemble de peines complémentaires auxquelles il faut faire attention, notamment en termes d'inéligibilité du candidat. S'il y a un cas de fraude avérée, il peut être déclaré inéligible. Et il peut également y avoir d'autres conséquences, notamment pour les personnes morales, encore une fois, sur l'interdiction à l'accès des marchés publics. Et voilà. Ça peut être important. Ce qui peut être important, extrêmement pénalisant. Ça peut être une ressource financière importante pour l'entreprise. Voilà, tout à fait. Donc le code pénal vraiment fixe et délimite bien en imposant des sanctions qui ne sont pas que des sanctions illusoires véritablement. On va conclure là-dessus. Merci Timothée Bélanger. Je rappelle que vous êtes avocat fondateur de BLG Avocats. Merci Arnaud. Tout de suite, on poursuit l'émission. On va parler facturation électronique.